L'Air du temps ouvre plusieurs dossiers ce dimanche. Le projet de redécoupage de la région de Dakar. Quels en sont les enjeux? À quelle fin? Le sempiternel débat autour du fichier électoral est aussi au menu. Au demeurant, les intellectuels sénégalais doivent-ils s'engager et descendre dans l'arène politique? Pour analyser tous ces sujets, Alassane Samba Diop reçoit le journaliste éditorialiste Pape Samba Kane et le spécialiste en décentralisation Djibril Diop. L'Air du temps, dimanche 9 mai, 10h-11h sur iRadio 90.3. Dimanche 9 mai 2021, merci d'être à l'écoute de l'Air du temps, votre émission hebdomadaire tous les dimanches, qui reçoit aujourd'hui Pape Samba Kane. Pape Samba Kane, on le connaît très bien, c'est un journaliste éditorialiste, analyste politique, artiste, écrivain. Et Djibril Diop, spécialiste de la décentralisation aussi, écrivain, qui réside ces temps-ci au Sénégal, mais qui se trouve actuellement au Canada. Djibril Diop, en attendant que Pape Samba Kane nous rejoigne dans ce studio, vous l'avez lu et écoutez, le nouveau redécoupage administratif de Dakar en mode fast-track selon beaucoup de journaux. Les journaux sénégalais en ont parlé. Il y a eu des manifestations à Sangalkam, aussi un peu partout dans la banlieue. Des maires qui sont concernés par ces redécoupages ne sont pas d'accord. Pourquoi, à votre avis, il est pertinent de faire un redécoupage administratif de Dakar, Djibril Diop? Bonjour, M. Diop. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir toujours de revenir sur iRadio et de discuter sur des questions d'actualité ou des questions qui sont d'intérêt général. Je pense que Dakar, ce n'est pas la première réforme. Il faut dire, historiquement, Dakar a connu à peu près près de 24-25 réformes depuis le temps colonial jusqu'à maintenant. Sur la gouverne du président du régime socialiste, il y a eu 11 réformes en 40 ans. Sur le président Wade, il y a eu 5 réformes en 12 ans. Et maintenant, avec le président Macky Sall, il y a 2 réformes depuis ces 9 dernières années. Donc, Dakar est particulier dans le territoire sénégalais en matière de découpage. Il y a énormément de réformes qui se sont succédées, tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan de la réforme territoriale. Il y a des raisons qui sous-tendent tout ça. Dans toute réforme, dans n'importe quel pays, il y a des objectifs soit d'aménagement du territoire, comme quand on crée la commune, le département Ranérou-Ferlo, qui était contesté au départ par beaucoup de populations quand le président Wade créé Ranérou-Ferlo. Il y a beaucoup de gens qui avaient eu mal à ça. Il y a eu des manifestations dans la région de Matam aussi, entre Kanel, Tchitilogne, chacun voulait le 3e département. Mais du point de vue aménagement du territoire, c'était une pertinence que l'intérieur du Sénégal ne soit pas délaissé. Donc, le choix de Ranérou-Ferlo était justifié. Donc, sur le plan de l'aménagement du territoire, ça peut guider les choix. Ça peut être des raisons politiques aussi, qui, sur le plan de la gestion politicienne, on peut avoir une vision pour pouvoir mieux organiser et mieux contrôler le territoire. Parce que le politique, son objectif, c'est de conserver, de gagner, mais aussi de conserver le pouvoir. Et tous les mécanismes sont bons pour pouvoir y arriver à cette fin. Il y a aussi, pour des raisons de développement qui peuvent guider ça, on peut aller dans des découpages parce que simplement, on pense que sur le plan économique, ça peut favoriser, sur le plan des dynamiques économiques qui se trouvent sur le terrain, ça peut favoriser une certaine forme d'organisation socio-spatiale et socio-économique qui peut être soutenue par une réforme territoriale. Et ça peut être aussi à l'origine de ça. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la réforme de Dakar est pertinente compte tenu des enjeux économiques d'abord? Oui, je pense que la question n'est pas aussi simple comme on peut penser, quoi. Est-ce que c'est pertinent ou c'est pas pertinent? Ça dépend, comme je l'ai dit, il y a les raisons qui sont derrière. C'est-à-dire, celui qui décide de toujours faire un découpage, il y a toujours des raisons qui guident son action. Est-ce que c'est des raisons politiciennes qui guident son action? Est-ce que c'est des raisons économiques qui guident son action, des raisons d'aménagement des territoires qui guident son action? Moi, je pense que ce que je peux constater, c'est qu'il y a un élément qui est important à retenir, c'est que l'émiettement de la région de Dakar, ce n'est pas ça qui est viable. Et même dans beaucoup de territoires au niveau du Sénégal, ça n'a pas donné le résultat qu'on attendait. Parce que l'objectif final de la décentralisation, il ne faut pas qu'on oublie, c'est le développement local, c'est de favoriser les dynamiques locales pour un développement autonome. Que les gens aussi sur le terrain puissent avoir des moyens de pouvoir créer leur propre développement à partir de leur propre ingénierie locale.
Si on émiette simplement parce que simplement on découpe un territoire parce que simplement on a d'autres visées qui n'ont pas cette visée de développement, ça peut ne pas donner le résultat qu'on attend, ça c'est clair. La pertinence peut être jugée sur ce niveau-là. Mais si réellement on a des visées aussi politiciennes pour le contrôle du territoire, c'est une pertinence, ça peut trouver aussi, ça peut être une raison pour contrôler. Je vous rappelle un peu historiquement, en 1996, quand on découpait Dakar en 43 communes d'arrondissement, les critiques, c'était quoi du régime socialiste? Que le régime socialiste avait perdu les élections et on partait vers les élections de 97, les élections locales. Donc, il fallait que le régime socialiste puisse avoir des mécanismes de gestion des territoires. Il fallait aussi mettre en avant certains arguments pour pouvoir contrôler ces territoires-là. Mais raisonnablement aussi, quand on analyse cette réforme de 96 de l'autre côté, on trouve que c'est tout à fait pertinent parce qu'il y avait, par exemple, des communes comme Pikine, plus de 800 000 habitants, Dakar plus de 1 200 000 habitants, on ne pouvait pas demander à un seul maire de contrôler tout ce territoire et d'avoir la gestion de proximité. Il faut aussi voir derrière la décentralisation et la gestion de la proximité. C'est de savoir son territoire, les acteurs de son territoire, les qui sont dans son territoire et de les accompagner. Mais avec un territoire aussi vaste et une population aussi vaste aussi, souvent c'est tout un problème. Voilà, il y a énormément d'angles d'analyse qu'on peut avoir pour pouvoir répondre à cette question. Mais pour ce qui est de cette réforme particulièrement, moi je pense que peut-être c'est aller très vite. Aussi, ça n'a pas été réfléchi sur le territoire parce qu'il y a des dynamiques qui sont dans ce territoire-là qui sont importantes à prendre en considération avant de réformer. On est dans une situation où, par exemple, la nouvelle ville de Diamniadio, qui fait partie aussi de ce territoire-là, a une reconnaissance un peu hybride dans notre code, aussi bien le code des collectivités territoriales que le code de l'urbanisme. On n'a pas de reconnaissance juridique par rapport à ce pôle-là. Et ça pose un grand problème. Comment on va positionner ce territoire vis-à-vis des autres territoires qui sont contigus. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui va naître dans la nouvelle ville de Diamniadio et qui va être, où il va déclarer sa naissance. Est-ce que ce sera à Diamniadio? Est-ce que ce sera à Sangalkam? Est-ce que ce sera à Rufisque? Ce sera où réellement? Dans quel territoire il va appartenir? C'est des questions de gouvernance qui restent. Et à un moment même, il y a le ministre Oumar Gueye que les gens ont accusé, qui voulait vraiment qui avait des prétentions pour pouvoir, sur le plan de la gouvernance, au-delà des deux structures qui sont déjà créées pour gérer Diamniadio, à travers la CHOSEP et la DGPU, se positionner aussi comme ministre de la décentralisation pour revendiquer un peu un pouvoir de gouvernance qui va être mis en place sur le terrain. Oui. Pape Samba Kane, merci de nous rejoindre. Le regroupage de Dakar administratif pose beaucoup de problèmes. Certains observateurs trouvent que le moment de le faire et la façon de le faire est non seulement brusque, il n'y a pas de concertation avec les populations à la base, et ensuite qu'il y a des vigiers électoralistes et que le parti au pouvoir de la coalition a des difficultés, et sans des difficultés pour les prochaines élections, ils sont en train de redécouper comme tous les régimes ont eu à le faire. Oui, et comme tous les régimes ont eu à le faire, c'est dans la logique de ce que j'étais en train de penser quand tu posais ta question, c'est qu'en fait, la politique est indissociable de ce genre de choses. Et je crois que cela relève. Je veux dire, je vais saluer notre co-invité, Djibril Diop, et insister sur le fait que de toute façon, sur les questions techniques, nous l'avons, et donc nous allons nous épargner un peu ces questions-là parce qu'il est plus outillé que nous pour en parler. C'est un spécialiste des questions de décentralisation, ce que je ne suis pas. Mais il est clair que quand on regarde les textes, on se dit oui, les intentions sont bonnes. Le timing et le moment. Les intentions sont très bonnes. C'est de, mieux gérer les populations, etc. Mieux mailler le pays pour le comprendre, pour la sécurité comme pour le développement des territoires. Mais chaque fois que ça se fait, ces découpages, depuis 1996 que j'ai commencé à observer ça, après que j'ai été invité un peu en Allemagne pour étudier l'organisation des Länder, qui est un modèle de décentralisation, je me rends compte que nous avons des textes tout à fait, presque parfaits. Le Sénégal a la réputation d'ailleurs à tous les niveaux de présenter des textes très bons, mais après leur application sur le terrain pose des problèmes justement parce que la politique n'est jamais loin. La politique est toujours là à guetter comment tirer parti de tel ou tel
institution dans ses réformes ou dans sa conduite au quotidien. Oui. Ça, c'est inévitable. Maintenant, le pouvoir, Benno, sent-il, comme tu le suggères, des difficultés qui donc motivent ce découpage? Ça serait dommage que la gestion administrative et donc la gestion de l'État soit comme ça, tout à fait, cannibalisée par les arrière-pensées politiques qui sont toujours présentes. Je vous dis, tous les régimes ont eu à faire ça. Les textes qu'on avait déjà entamés en 1996 étaient, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, presque parfaits. Mais on a vu que chaque année, chaque 2 ans, périodiquement, on change, etc. Et cette organisation administrative du territoire me pose un certain nombre de problèmes qui sont liés d'ailleurs toujours à ce que je disais tout à l'heure, la politique. Je ne sais pas comment un quartier comme la Médina, est devenu une commune. Je crois qu'avoir des ensembles plus vastes, plus cohérents, avec des responsabilités bien claires vers une institution incarnée par un homme, je crois que la région déjà devrait suffire pour des pays comme le nôtre. Je ne vois pas pourquoi on découperait comme la France, où vous trouvez des milliers de maires. Je ne crois pas. Je suis sûr que, M. Diop nous en dira peut-être quelque chose de plus clair, nous éclairera sur cet aspect de la question qui me gêne beaucoup. Aller auprès des populations, on a remarqué qu'en fait, tous les problèmes fonciers, qui pour moi sont les problèmes les plus chargés qu'on a en ce moment, viennent du fait que certainement, effectivement, cet aspect de notre vie, le foncier, est géré par des conseils municipaux, etc., où les gens n'ont pas forcément, d'ailleurs, une connaissance des questions administratives, du découpage et de ses objectifs, comme peut-être M. Diop peut l'avoir. Ouais. Justement, Djibril Diop, les gens se demandent toutes ces réformes qui ont été faites, ces redécoupages, ces découpages, au fin, in fine, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, un impact réel pour les populations à la base, les populations elles-mêmes? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé la fois dernière entre le village de Dengler et de Djilakh. Même le tracé des frontières entre les villages pose problème. Est-ce que ces redécoupages-là ont eu un impact pour les populations? Si tant est, on travaille pour elles. Oui, tout d'abord, je salue mon co-débatteur, Pape Samba Kane. On a beaucoup lu ces textes-là quand il était très actif dans les journaux. Et c'est bien, en tout cas, j'aimais sa plume, dans son écriture. Voilà, pour la question des découpages et de ces frontières qu'on crée artificiellement comme ça a toujours posé la décentralisation depuis 1972, la réforme de 1972 qui créa la communauté rurale. Les problèmes se posaient. Pourtant, en 1972, il y a énormément d'enquêtes qui ont été faites préalablement pour aller vers le découpage. Il y avait d'abord les terroirs tests pendant 3 ans qui ont été testés, les terroirs tests qui ont été, les communautés rurales qui ont été testées dans le Sénégal, dans à peu près 8 parties du Sénégal, 8 régions, avant de pouvoir appliquer directement sur l'ensemble des territoires progressivement. Jusqu'à présent, ce problème de découpage reste problématique. Il y a toujours, parce que simplement les gens, il n'y a pas comme en 72, comme ça a été fait, il n'y a pas cette commission les gens se retrouvent entre les différentes entités où on va sillonner le territoire pour chacun historiquement. Par exemple, si on prend un territoire quelconque, les terroirs villageois, les gens savaient les limites des champs. Les habitants de Délibéramdao connaissaient à peu près les gens de Sébikotane jusqu'à où on avait la frontière dans nos champs. Donc, si on traçait le territoire, on suivait cette ligne-là pour dire que voilà, désormais, les champs des gens qui sont de l'autre côté sont désormais, bien sûr, on peut trouver des gens de Sébikotane qui peuvent être toujours de l'autre côté de Délibéranda, pour des raisons historiques ou des raisons de mouvement de population. Je prends un exemple simple, les éleveurs qui étaient très fréquents dans cette zone-là. Donc, il y avait des territoires nomades qui n'étaient pas spécialement fixés dans un territoire, mais globalement, on partait de ce concept-là. Les gens qui avaient des territoires fixes en exploitation et on essaierait de mettre le découpage. Malheureusement, les derniers découpages, notamment depuis 1996, on ne prend pas cette considération, on ne prend pas ce temps-là de réflexion, on ne prend pas ce temps d'analyse, ce temps d'enquête, d'aller sur le terrain et de délimiter ces territoires. Et c'est ça qui pose énormément de difficultés
pour trouver des frontières qui sont acceptées par tout le monde. L'autre élément, je vous ai dit tantôt par rapport à la véritable question qu'on doit se poser, la raison de la décentralisation sénégalaise. Pourquoi on décentralise au Sénégal? Je tiens à préciser d'abord, c'est pas une volonté des populations, c'est pas, même si historiquement on a dans le Sénégal, par exemple le Fouta, on a connu ça dans une certaine forme de décentralisation qui a existé très longtemps, hein, mais c'est la forme moderne qu'on connaît depuis 1972, ou si on veut, depuis que le colonisateur a commencé à créer les communes au Sénégal, comme certains veulent toujours nous renvoyer à ça, mais ce n'est pas une volonté des populations. Ça vient de l'État central qui, à un moment, a décidé. Dans mes recherches aussi, j'ai un peu fait le processus de ça. Je suis Thierno Biram Ndao, qui est ancien gouverneur, qui a été aussi maire de Kaffrine. On a beaucoup parlé. Il était un des artisans avec les Mamadou Diop qui ont décrit comment la réforme de 96 a été initiée. C'est-à-dire, c'est quelques maires qui sont levés, ils ont dit, mais on veut vraiment avoir une certaine autonomie. Ça ne vient pas de la base de la population qui a demandé. Et derrière tout ça, on se demande toujours quelle est la véritable raison de la décentralisation sénégalaise. C'est une véritable question, parce que quand on voit les collectivités territoriales qui ont de la difficulté à se mouvoir, à se prendre en charge, et d'après ce que, comme M. Khan l'a dit, avec tous les bons textes, le Sénégal a de très bons textes en matière de décentralisation, mais pourquoi on n'arrive pas à ce qu'on demande derrière la décentralisation, ça veut dire le développement local, on se dit que est-ce que la raison de décentraliser existe toujours au Sénégal? Peut-être la véritable question, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'encore on cherche un développement ou on cherche juste à avoir des interlocuteurs politiques ou politiciens sur le territoire, ou voir une personnel politique qui devient de plus en plus pléthorique au Sénégal et de pouvoir les caser de gauche à droite? Est-ce que c'est ça qu'on cherche ou on cherche un véritable développement? Je pense que la question centrale, elle est là. Malheureusement, les réformes qui sont succédées jusqu'à maintenant, ce n'est pas simplement avec le régime de Macky Sall, c'est tous les régimes qui se sont succédés. On a cette grande question qui se pose. Pourquoi décentralise-t-on au Sénégal? On ne parvient pas à répondre à cette question. Si on va vers le développement, ça n'existe pas. Parce que les mécanismes qui sont mis en place pour faciliter ce développement ne sont pas là pour vraiment faciliter. Dans les textes, ça existe, mais dans la pratique, ça ne se passe pas. On prend des exemples simples. Si on a des acteurs, et pourtant les codes le permettent, on a des acteurs locaux qui puissent vraiment apporter un plus, mais le maire va toujours les considérer comme des concurrents potentiels, il ne va jamais accepter. Alors que tout simplement, peut-être ces gens-là ne sont même pas des politiciens, c'est des acteurs qui peuvent vraiment participer au développement de la collectivité territoriale, mais les autorités locales, les élus locaux n'acceptent pas toute autre dynamique qui ne vient pas d'eux. C'est pas l'esprit de la décentralisation, c'est pas ça. Oui. Sur la question foncière, vous l'avez dit encore, c'est encore beaucoup plus compliqué. Des politiques souvent qui sont portées par d'autres acteurs, qui sont portés par des acteurs locaux en tant que tels. On se demande, est-ce qu'ils comprennent réellement les dynamiques qui sont en cours dans leur territoire? Ça pose énormément de questions. La question centrale, encore, je la reviens. Oui. Pourquoi décentralise-t-on au Sénégal? C'est pour le développement ou d'autres questions, ou d'autres idées? Et dans ça, Papa Kane, il y a une question, Passamba Kane, il y a une question cruciale, c'est le foncier. On voit comment ça se déroule dans le pays, les problèmes de l'incompréhension entre les populations et le pouvoir central dans la gestion du foncier. Les populations estiment que les champs leur appartiennent. Le pouvoir dit que c'est le domaine national. Il affecte des fois à des multinationales, il y a des crispations. Même à Sangalkam, si on revient au découpage, il y a eu même mort d'homme. Malik Ba a été tué, justement, quand on a voulu instaurer une délégation spéciale à Sangalkam. Oui, avant d'en venir maintenant à l'actualité chaude, les détails de ce truc, je voudrais dire une chose que je retiens un peu qui m'est venue de l'intervention de M. Diop. Moi, fondamentalement, je ne suis pas contre l'idée, le fait que l'autorité prenne les décisions, que l'autorité prenne la décision de venir parce qu'elle a pensé que la décentralisation, le découpage sont nécessaires au développement, à la sécurité, etc. Mais, et ça, c'est ressorti mais aussi. Est-ce qu'elle a consulté les populations? C'est ce que j'allais dire, c'est ressorti de l'intervention de M. Diop, c'est-à-dire qu'avant tout ça, les populations vivaient en parfaite harmonie. Les gens de Sangalkam savaient où s'arrêtait leur territoire, leurs champs, etc., etc. Et donc, quand l'autorité vient, elle doit obligatoirement tenir compte de cette tradition-là. Parce que si elle vient et bouscule cette tradition, c'est la porte ouverte
au conflit, et ça mène à ce que tu viens, Alassane, de soulever. C'est-à-dire que si l'État avait pris, depuis tout le temps, il l'a dit, ça traverse les régimes, avait pris le temps d'écouter les populations, d'observer même seulement les populations. Je ne parle pas de ce démocratisme. Moi, je suis contre ça, où chaque fois que l'autorité doit faire quoi que ce soit, ils doivent demander la permission aux populations. Pourquoi les a-t-on élus? Non, ce que je veux dire, c'est on vous a élus pour conduire, on ne vous a pas élu pour conduire selon votre bon vouloir, ni votre seul savoir. Il y a des savoirs traditionnels, M. Diop vient de le dire. On ne voyait pas de conflit, sauf avec peut-être entre les éleveurs et les cultivateurs, et ça se comprend. Les bêtes ne sont pas intelligentes, une fois laissées à elles-mêmes, elles peuvent traverser. Mais les hommes ne viennent pas mettre leur champ là où ils n'ont pas le droit. Et donc, c'était la paix tranquille. Donc, si l'État central avait tenu compte des traditions, de comment les gens ont fonctionné pendant des siècles dans l'harmonie et la paix pour découper, et non pas avec des arrière-pensées qu'on a évoquées tout à l'heure, peut-être que les choses iraient-elles mieux. Maintenant, c'est déplorable, je l'ai souligné dans ma première intervention, cette question du foncier, qui est la question la plus chargée, la plus grave, est laissée à des gens comme moi qui se débrouillent un peu, se font mettre dans une liste, deviennent conseillers municipaux, et puis après, quelques temps après, ils roulent carrosse. Ils vendent le foncier, ils vendent les terres. C'est très compliqué. Je peux accuser personne sans preuve, mais quand même, c'est pourquoi tous ces conflits qui se passent pendant que des conseillers municipaux qui, hier seulement, un peu comme nous tous, galéraient, etc., se retrouvent à sponsoriser des chantres, des machins, des trucs, ou dépenser un argent dont on ne sait pas d'où il vient. Et c'est ça qui exacerbe un peu les frustrations des populations. S'il n'y avait que les frustrations et que les populations sentent que non, les gens là qui nous ont mis dans cette situation ne l'ont pas fait pour profiter de quoi que ce soit, c'est peut-être qu'ils ne comprennent pas, c'est peut-être leur incompétence, c'est peut-être qu'ils se sont précipités, c'est des choses excusables, mais les gens, je crois, seraient moins tendus et les conflits seraient peut-être amoindris. C'est ce que je crois. Il faut aller à la base, sortir de l'actualité chaude, il faut la gérer, il faut que la sécurité soit assurée, il faut que aussi les gens qui ont des biens traditionnels qui leur appartiennent, sur lesquels ils ont vécu, quand on le leur enlève, il faut d'abord que ça se justifie, et ensuite il faut qu'ils trouvent une alternative qui puisse leur permettre de continuer à vivre aussi bien qu'ils le faisaient avant. Oui. Pape Djibi Diop, beaucoup estiment qu'aujourd'hui ce découpage, au-delà des raisons avancées par le gouvernement, traduit quelque part la peur de la coalition au pouvoir par rapport aux prochaines élections. Ils sont en train de manœuvrer un peu pour avoir le maximum de militants pour les prochaines élections. Oui, je pense que dans ma première intervention, je l'ai dit, il y a toujours des raisons qui sont derrière. Il y a des raisons politiciennes, il y a des raisons d'aménagement des territoires, il y a des raisons de développement économique recherché. Peut-être, certainement, il y a cette question politicienne qui est derrière, que le régime a des idées de ne pas perdre. Parce que le pouvoir aussi, la politique, c'est ça. La politique, c'est de se battre pour gagner le pouvoir, mais de tout faire pour conserver le pouvoir. Et tous les mécanismes qu'on peut mettre en place pour... Mais dans tout ça, quels sont les intérêts des populations? Les intérêts des populations, c'est peut-être aussi, il y a des intérêts de population qui sont avec le pouvoir chercher que le pouvoir reste dans les mains. Peut-être il y a des gens qui ne rejettent pas cette forme de gouvernance que le pouvoir veut mettre en place. C'est accepté des populations aussi. Il ne faut pas voir simplement des gens qui contestent ça. Il y a des gens qui sont derrière qui acceptent aussi que cette dynamique de réforme se mette en place. Mais pourquoi donc le redécoupage ne s'arrête qu'à Dakar et les autres régions du pays? Il y a 14 régions comme au Sénégal. Moi, personnellement, c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut voir. À mon avis, il y a aussi, l'évaluation a été faite de l'acte 3 de la décentralisation que beaucoup de gens ont critiqué, que ça ne répondait pas comme les attentes qui étaient présentées en 2013-2014. On n'a pas vu ça réellement. Vous vous souvenez, le nombre de listes, plus de 1700 listes se sont présentées pour ces élections locales. On pensait que ça allait vraiment révolutionner le Sénégal. Malheureusement, on peut dire que ça a accouché de la souris, je ne sais pas, mais ça n'a pas été ça. Le pouvoir même a reconnu, et c'est pourquoi ils ont engagé une réflexion pour faire une évaluation de l'acte 3.
Et ça, les conclusions ont été faites. On pensait que réellement, on allait vers exploiter ces conclusions-là pour vraiment aller dans une réforme globale, pas d'une réforme sectorielle qui allait s'arrêter à Dakar. Il y a peut-être des raisons politiciennes qui précipitent aussi la question de Dakar de reporter le reste aussi, parce que pour les élections entre l'opposition et le pouvoir, c'est le tiraillement. On va organiser cette année, pas cette année. Et si c'est le cas, cette année, il y a aussi les textes de la CEDEAO qui poussent un peu à respecter certaines dispositions. Peut-être qu'il y a tout ça qui est derrière. Mais moi, je veux simplement revenir encore sur des éléments plutôt techniques. Diamniadio, du moins, Keur Massar, c'est une des 16 communes d'arrondissement qui ont été créées dans le département de Pikine, en 1996. Peut-être qu'il deviendra le 46e département avec tout ce qu'il y a comme réforme derrière. Mais un élément qui est important, Keur Massar, ces dernières années, avec la poussée démographique, c'est extraordinaire. Keur Massar, c'est plus de 25 000 habitants au kilomètre carré. On ne trouve pratiquement ça nulle part au Sénégal. Et il y a énormément de populations qui s'agglutinent, c'est un petit territoire. Et c'était important de voir comment trouver des mécanismes encore pour pouvoir mieux gérer. Mais ce n'est pas seulement Diamniadio. On assiste aussi à une poussée de population depuis qu'on a fermé l'aéroport de Dakar, qui se déplace maintenant vers la zone Diamniadio, Thiès, Sangalkam, jusqu'à peut-être Mbour. Tout ça aussi, je pense que c'est aussi important de prendre ça en charge. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Il y a d'autres territoires qui sont en train d'être créés, il y a d'autres habitants. Par exemple, il y a Dago-Holba qui est en train d'être créé pour pouvoir donner à certains habitants la possibilité de pouvoir s'installer dans ces zones-là. Mais peut-être cette zone-là ne nécessite pas aussi pour l'instant un découpage territorial. Pourquoi aller vers un découpage de Sendou, de Yen, ou je ne sais pas, alors que réellement, il n'y a pas de population qui est installée sur ces territoires pour l'instant. Là, ce territoire qui a été découpé, il y a énormément de populations qui est installée, il y a d'autres dynamiques économiques qui sont en cours. Peut-être c'est ça qui justifie aussi derrière cette raison de ce découpage. Je veux simplement séparer les deux. Il ne faut pas nécessairement voir les gens qui critiquent qu'ils ont raison et les gens qui sont contre, ils n'ont pas raison. Et les gens, chacun a ses raisons pour avancer. Pourquoi? Mais ce qui est important, c'est que chaque régime qui a pratiqué la décentralisation au Sénégal depuis le régime socialiste jusqu'à maintenant, on a toujours accusé. Aujourd'hui, l'ancien ministre de la décentralisation, Aliou Sow, était à votre radio quand vous étiez à iRadio. Il a défendu bec et ongle quand il découpait ce territoire-là, que tout le monde a critiqué, de créer des communes de Sangalkam, de Sendou, Yen, un ensemble de découpage qui a été fait sous le régime de Wade. Et tout le monde critiquait sur ça, mais il défendait bec et ongle dans une émission du dimanche que c'était tout à fait justifié. Pourtant, les gens voyaient que c'est simplement une visée politicienne qui a guidé, mais ce n'est pas une raison de développement qui a guidé ce découpage-là. Comme en 1996, on a critiqué le régime socialiste de découper Dakar en 43 communes d'arrondissement parce que simplement, il y avait des raisons politiciennes qui est derrière. Le régime socialiste avait perdu les élections locales. Elle avait peur encore d'aller vers d'autres élections en 1997 de les perdre, donc il fallait découper Dakar. Aujourd'hui, on peut penser aussi que c'est cette visée politicienne qui sous-tend. Ils avaient découpé Dakar et ils avaient gagné. Ils avaient découpé et gagné. Dakar et ils avaient gagné. C'est pour ce que j'étais en train de dire. Je rencontre M. Diop quelque part. On ne peut pas empêcher les hommes politiques d'essayer de garder le pouvoir qu'ils ont et ceux qui sont dehors d'essayer de le gagner, de le conquérir. Et ceux qui le conquéreront aussi agiront certainement de la même manière. Peut-être suis-je un utopiste. Ce que je crois, c'est que ça, c'est conciliable avec une bonne gestion administrative de la vie des gens. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. J'ai l'impression que les gens ont la paresse de chercher comment trouver la formule qui nous permette, nous, de défendre notre bastion tout en étant extrêmement efficace et équitable dans la gestion des affaires publiques. Mais ça nos hommes politiques, moi, si je sentais l'effort, et je ne veux pas revenir en arrière parce que ça ne sert à rien, mais on sentait l'effort sous certaines autorités. Cet effort-là, il faut qu'on la sente. Et je crois que pourquoi on ne la sent plus, il n'y a pas de mauvaise volonté, je crois, au sommet. Le problème, c'est que nous sommes dans un régime présidentialiste.
on a beau dire sur les textes parlementaires, c'est un régime où tout est centralisé au niveau du pouvoir. Un puits s'effondre à Nyongolor, oui, le président Macky Sall doit venir régler nos problèmes. Et pourtant, on a délégué la gestion du puits à des conseils municipaux. Une école qui ne fonctionne pas. Mais une délégation sans moyens, sans conséquences, les maires n'ont rien, tout est centralisé à la présidence, ils ne peuvent pas travailler. Mais c'est un peu toutes ces contradictions. La langue pour retirer la bouche, comme on dit. Toutes ces contradictions rencontrent, Alassane, ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, on peut ne pas, même si on veut, prioriser les deux choses. Parce que c'est deux terrains différents. La politique électorale, de mobilisation, d'animation de son camp, c'est une chose. Et la gestion de l'État, c'est une autre chose. Oui, parce que quand cette réforme va forcément avoir des conséquences sur le fichier électoral. Parce qu'il y aura un découpage qui est fait, des électeurs vont quitter telle localité pour une autre localité, et ça nous permet d'enjamber le débat sur le fichier électoral. Je vais revenir sur quand même quelque chose qui revient chez beaucoup de gens. Je le dis encore, je ne suis pas un spécialiste des questions administratives, etc. Mais je ne crois pas qu'il fallait, après la création de quartiers ou de presque villes, Jaxaay 1, Jaxaay 2, Niakourab, Darou Tchoubou même, des choses qu'on entend, on croit qu'on est dans le Baol, Kër Ndiaye Lo, tout ça, on ne peut pas quand même laisser Kër Massar. Non, en fait, tout ça est venu se greffer à Kër Massar. Oui. À Kër Massar. On ne pouvait pas laisser cela. Mais le faire, comme certains le suggèrent, j'ai aucune preuve éclairante sur ça, mais je crois que les gens n'ont pas tort de le penser. Et le faire avec des arrière-pensées politiciennes qui dominent le projet, ce qui dominerait le projet, c'est ça qu'il faudrait éviter, à mon avis. Je crois, encore une fois, peut-être suis-je un utopiste, mais je crois que c'est conciliable de défendre son bastion politique tout en gérant l'administration, tout en administrant les populations et le territoire dans une certaine équité, dans une équité certaine même, je voudrais dire. Mais cela aura un impact sur le fichier électoral. Mais forcément, si ça a un impact sur le fichier électoral, il faudrait quand même régler cela aussi techniquement. Mais c'est une parenthèse que tu ouvres, heureusement. J'ai reçu par un ami le rapport de l'audit du fichier électoral. Et je lis un peu en diagonale, je m'en imprègne. Et puis, avant le temps de m'en imprégner, j'ouvre les journaux, qu'est-ce que je vois? Le FRN rejette les conclusions des experts. Non, il faut quand même qu'on s'arrête sur les mots. Ils n'ont pas dit de Pape Samba Kane, de Macky Sall ou de machin, ils ont dit des experts. Alors, si même les experts ne peuvent pas concilier les deux camps politiques, mais où va-t-on? Si même les experts ne peuvent pas, qui va? Si c'est le FRN qui va proposer, forcément le pouvoir ne va pas accepter. Si le pouvoir le fait, et le FRN, même si c'est transparent apparemment techniquement, ils vont dire il y a des pièges, il y a des choses qu'on n'a pas vues, il y a des choses qu'on nous a cachées. Et les autres diraient la même chose si c'est l'opposition qui avait proposé quelque chose. On dit on va chercher des experts. On les cherche. Et aussitôt après, si c'était le pouvoir, c'est la même chose le même raisonnement qu'on aurait tenu. On ne peut pas désigner des experts, ne pas les, réfuter, ne pas refuser, accepter que ces experts travaillent, on dépense de l'argent et du temps et de l'énergie pour qu'ils bossent, ils travaillent. Après, moi je parle juste de ce que j'ai vu et de ce que ça me dit. Et ce que ça me dit, c'est comme si on fait une sélection d'équipe nationale de football. Et puis après, on dit non, c'est pas les joueurs, c'est pas les footballeurs qui vont jouer, c'est nous. C'est un peu bizarre. C'est mon problème. Il faut que les gens acceptent aussi à s'entendre sur quelque chose et après en assumer aussi les conséquences. Sinon, les experts ne sont pas bons, on les rejette, on cherche jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous rassure. Mais apparemment, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé des experts qu'ils ont validés. Qu'ils ont validé et dont ils ont accepté qu'ils commencent et terminent le travail et leur donnent un rapport. On est au pied du mur. Djibril, justement par rapport au fichier électoral, où depuis pratiquement 1992, on avait un fichier consensuel, comme on avait dit, qui a quand même produit l'alternance de 2000,
et celle aussi de 2019. Aujourd'hui, le fichier électoral est au cœur des débats. On a l'impression que c'est un éternel débat par rapport au fichier électoral. Et la question que les gens se posent, est-ce que la crispation autour du fichier électoral ne traduit pas une profonde manque de confiance entre les partis? Juste, je reviens juste un petit, si vous permettez, un petit à ce que disait Pape Samba Kane. Effectivement, je pense que c'est conciliable l'efficacité d'avoir une visée politicienne et d'efficacité dans la gestion de la gouvernance au niveau local. C'est possible de les concilier. Dans n'importe quel pays au monde, là, on a des élections, que ce soit au Canada, en France, les gens seront élus. Hein? Mais la différence, c'est les ressources humaines. La qualité des ressources humaines est très importante pour conduire un projet dans un pays. C'est pourquoi je disais dès le départ que c'est ce qu'on met, le contenu qu'on met. Donc, n'importe quoi qu'on peut vous donner, on vous donne un verre, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met quelque chose que vous acceptez de boire ou vous acceptez pas de boire. C'est ça le contenu qu'on met là-dedans. Qu'est-ce qu'on met dans la descente? Qu'est-ce qu'on cherche derrière? Pourquoi on décentralise? C'est ça qui est important. Si on décentralise juste là pour une gestion politicienne, c'est autre chose. Si on décentralise pour créer les mécanismes de développement au niveau local, ça c'est autre chose. C'est conciliable. Ça dépendra de ce qu'on met là-dedans. Et c'est la grande question, à mon avis, encore qui reste à éclairer au niveau du Sénégal. Maintenant, pour votre question sur le fichier électoral, effectivement, c'est une éternelle question qui revient. Et c'est très clair. Parce que Samba Kane l'a dit, c'est une question de confiance qui s'installe entre le pouvoir et l'opposition. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. On demande quelque chose, on le fait. Après, on revient encore, on dit non. Non, les arbitres, ceux qui nous ont dit, ne sont pas d'accord. Il vaut mieux rejeter les arbitres dès le départ. Dire que ces arbitres-là ne sont pas crédibles à notre dire, mais sinon, si on accepte que ce sont ces arbitres qui vont jouer le match, à la fin, on dit que non, tout ce qu'ils ont signalé comme penalty ou autre, c'est triché, c'est autre chose. Ça devient encore un peu incompréhensible. Je pense qu'à un moment, certainement, comme toutes les règles de gestion qu'on peut avoir dans un pays, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer, il y a des gens qui vont s'entendre. Ce qui est important, c'est que est-ce que réellement l'intérêt du Sénégal est encore de retourner à débattre sur cette question du fichier, qu'on ne va pas s'en sortir et ne pas jamais organiser les élections. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'aller vers les élections. Parce que les élus locaux ont déjà dépassé leur mandat depuis très longtemps. Oui, absolument. C'est normal que les populations qui ont aussi cette légitimité d'élire le président de la République, d'élire les députés au suffrage universel, c'est la même chose, que c'est peut-être même légitimité que la population a à s'attendre aussi, qu'on puisse changer des élus, peut-être qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas. Pourquoi retarder? Il faut aller vers les élections et organiser ces élections-là que d'une façon très claire. C'est peut-être petit à petit aussi, il faut comprendre aussi, on est une jeune nation, on ne peut pas tout d'un coup changer. Les choses viendront au petit pas et ça va changer complètement, peut-être vers une véritable démocratie transparente. Les États-Unis qui sont cités comme une des plus grandes démocraties au monde, il y a toujours des problèmes. Même en France, il y a toujours des problèmes quand on parle des élections. Donc, on ne peut pas avoir cette parfaite entente entre l'opposition et le pouvoir. Il y aura toujours ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient les mêmes critiques que ceux qui étaient là au pouvoir. Ils étaient dans l'opposition. Ceux qui étaient au pouvoir, ils étaient toujours soutenus. Donc, ils défendent que les choses, ça marche bien. À mon avis, il faut être d'accord cette fois-ci pour aller vers les élections sur ce qu'on a trouvé, comme on a eu à être d'accord de trouver des acteurs consensuels qui ne sont même pas des Sénégalais. Il y a de ces experts, il n'y a aucun Sénégalais là-dedans. Donc, pouvoir donner leur avis sur une question bien précise, essayer de dépasser ce débat-là. Peut-être au fur et à mesure, on va aller être d'accord sur quelque chose, parce qu'au fur et à mesure, on va aller pour élaguer les conclusions qui nous demandent des signalements que ça ne va pas, ça ne va pas. Au fur et à mesure, on va élaguer ça. Mais si on doit dès le départ bloquer ça, est un facteur bloquant, le pouvoir aussi. Son intention, c'est de ne pas perdre le pouvoir, hein. Ça c'est clair, il faut le dire. Hein. Un parti politique, quand il le crée, c'est pour gagner une élection et de conserver le pouvoir par tous les mécanismes que tu peux mettre en place. Pape Samba Kane, est-ce que cette situation de la classe politique sénégalaise aujourd'hui, qui se crée le chignon depuis pratiquement des années et des années, cette manipulation, cette crise, ce manque de confiance entre les acteurs, est-ce que ça ne doit pas pousser les intellectuels comme vous à aller dans l'arène, à se dire, écoutez, on passe notre temps à dire que la classe politique sénégalaise de façon globale n'est pas assez, pas tout le monde, hein, pas tout le monde, oui, n'est pas compétente pour changer le pays, pourquoi pas nous, intellectuels? Avant de répondre à ta question, Alassane, je voudrais quand même un peu déplorer ce culte de l'étranger
qui peut-être ne tient pas seulement à une sorte de mépris de nos compétences, mais aussi à un manque de confiance peut-être entre nous. Oui. Et tout cela est extrêmement... Pour point de vue psychologique. Et c'est psychologiquement, Toujours c'est extrêmement déplorable. Le complexe du blanc. Le blanc qui vient, on est tous d'accord, et la preuve, on se rend compte qu'il nous a fait quelque chose qui ne nous a pas satisfait. Alors que peut-être M. Diop, avec quelques autres experts que j'entends souvent parler de ces questions... Ça doit être la conséquence de l'esclavage et du colonialisme on va qui pas a fait aller des dégâts, aussi loin. Moi, ces psychologiques. Moi, ces trucs-là, je crois, peut-être que je me leurre, c'est profond, mais je les ai transcendés, je crois, et beaucoup de gens doivent l'avoir transcendé. On ne peut pas s'arrêter sur ça. On ne va pas oublier ce qui a été fait de moche. On le garde dans un coin en sachant qu'on a un interlocuteur qui, quand le rapport de force est en sa faveur, peut nous mener jusque-là. Et donc ça, c'est clair. Mais je ne crois pas qu'il faille remonter aussi loin. C'est juste une question politicienne. On n'a jamais confiance en son interlocuteur. Et finalement, après, comme aussi il existe ce culte de l'étranger, on dit, on va amener des toubabs. C'est un peu déplorable que notre classe politique, appelée à nous diriger demain, soit à ce niveau. Parce que ce qu'ils reprochent aux gens aujourd'hui de donner telle chose à tel étranger, peut-être qu'ils feront la même chose. Parce qu'ils commencent à nous le montrer qu'ils ont ce mental-là. C'est pas le moment que les intellectuels descendent. Maintenant, ta question sur les intellectuels, Alassane, c'est pas pour plaisanter. On dit que, on est d'accord, il y a un adage qui dit que un bout de bois a beau séjourner dans la rivière, il ne deviendra jamais un crocodile. Ce n'est pas valable pour la mare politique. Oui. Si vous mettez un intellectuel dans la mare politique, ça ne veut pas dire que je dis tout de suite il faut s'en tenir loin. Non. Mais si vous mettez un intellectuel, et je parle d'expérience, je ne suis en train de rien théoriser. Je regarde la classe politique depuis 40 ans de journalisme, donc de près. J'ai vu des intellectuels venir. Je pourrais citer des noms. Des universitaires qu'on a pris parce qu'on veut faire un gouvernement de technocrates. Il n'y a pas de masse critique. Ça a commencé avec Abdou Diouf. Mais la masse critique est peut-être effrayée. Ceux qui devraient constituer la masse critique sont peut-être effrayés par ce qu'ils ont vu. Tous ces gens qui ont quitté l'université pour venir devenir des ministres, aussitôt après, ils sont allés à la base pour construire leur base politique. Aujourd'hui, c'est la même chose. Des juristes qu'on a connus sur le plan international comme ayant beaucoup d'autorité dans leur matière, qui ont dirigé des organisations internationales, sont venus. Mais c'est notre réalité politique qui est comme ça. Ils sont dans les affaires, ils sont aux affaires et ils mettent la main à la pâte politique. Et ce n'est pas arrivé à tout le monde, mais la plupart parmi eux finissent par devenir des politiques plus que des intellectuels. Je m'explique. Il y a un souci qui se passe. Le réflexe du politicien qui défend, parce que la politique c'est dangereux, Alassane. Bien sûr. On met sa vie en jeu. C'est clair. On met plein de choses en jeu. Et donc le réflexe vient de se recroqueviller sur la question politique. Vous leur posez des questions. La réponse intellectuelle est contre leur position politique. Vous ne l'aurez pas. La réponse que le bon sens intellectuel, l'analyse, la réponse à laquelle l'analyse conduit est contre leur position, peut les nuire aux prochaines élections. Je vous mets au défi. Qu'il s'appelle Diallo, Ndiaye, Cham, Mbaye, Dia, il n'acceptera pas ce raisonnement. Il va te sortir un raisonnement de politique. Et si ça cale, il te dira oui, mais politique, là quoi. Tu as déjà entendu ça. Absolument. Mais justement, Djibril, est-ce que vous pouvez continuer, vous, intellectuels, à dénoncer la façon dont le pays est géré en disant que les politiciens, depuis les indépendances jusqu'à présent, n'arrivent pas à changer grand-chose en profondeur dans ce pays, tel que vous le vouliez en tant qu'intellectuel, et être à la marche et laisser quand même des gens que vous dites, entre guillemets, médiocres, vous diriger? Oui, non, je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Pape Samakan l'a dit tantôt, là, il faut comprendre la réalité sociologique de notre population. Ça, c'est un. Deuxièmement, aussi, je pense que par expérience, ça, c'est à l'échelle africaine, non, c'est pas simplement le Sénégal. Les intellectuels, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, quand le président Wade a organisé le forum des intellectuels pour réfléchir sur le développement de l'Afrique, ici au Sénégal. Bien sûr. Et pourtant, il y a eu un gros scandale financier. Et c'est des intellectuels qui dénoncent la corruption qui était à l'origine de ce détournement de moyens financiers et tout.
Et pourtant, ce sont ces mêmes intellectuels qui vont se mettre dans les journaux, dans les radios, qui vont critiquer que le gouvernement, telle personne est corrompue, on doit le prendre en prison, parce que le président a dit qu'il y a des dossiers sous le coude et c'est pas normal. Et ce sont ces mêmes intellectuels. Donc, c'est pas réellement dire que quand on est intellectuel, on a tout le bagage pour pouvoir conduire la gestion d'un pays. Ça, c'est autre chose. Mais donc, qui va changer le pays alors? Oui, maintenant c'est un travail d'ensemble. Chacun à son niveau pour faire quelque chose. Quand tu es enseignant avec les étudiants, quand tu es un apprenti dans le Ndongo Dara avec c'est la formation civique qu'on va mettre aux gens de comprendre l'intérêt général et l'intérêt particulier, c'est pas la même chose. Donc au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va se bâtir pour moi avec le temps. Je prends un exemple et c'est quelque chose que moi personnellement je l'ai suivi. J'ai suivi entre le temps où je faisais ma thèse en 2004 et le temps où j'ai commencé à écrire des livres sur la décentralisation, ça veut dire à peu près 4 ans après. J'ai vu qu'il y a une certaine évolution entre le début de ma thèse en 2000 et à peu près 6-7 ans après, il y a une prise de conscience. Avant, les gens ne revendiquaient pas. Et vous avez vu vous-même dans les médias, vous avez vu vous-même même dans les médias où on a partout des revendications qui se mettent en place. Au début de la décentralisation, c'était pas ça. Pourtant, les textes ne veulent pas trop varier. Les gens ne revendiquaient pas. Il y a une prise de conscience qui est là. Et il est vrai que dans le régime présidentiel, on s'adresse toujours au président, mais de plus en plus, les gens s'adressent à leur maire. Les gens s'adressent à leurs conseillers municipaux pour demander des réponses, demander des explications par rapport à tel. Ça n'existait pas au départ. Donc, cette prise de conscience est en train de prendre forme au fur et à mesure et qu'on sait que c'est l'élu local qui est en face de moi, qui est responsable de telle et telle chose. Fondamentalement, aujourd'hui, le ministre Omar Gueye, c'est vrai que le hasard a fait que c'est lui le ministre de la décentralisation, mais on va le voir d'abord comme un acteur local. Oui. On va le critiquer par rapport à ça avant d'être ministre, quand il y a quelque chose qui se passe à Sangalkam. D'accord, mais à mon avis, il faut voir dans le sens là d'une question progressive. C'est pas quelque chose qui viendra du jour au lendemain, parce que c'est sociologiquement notre société qui est comme ça. Intellectuel qui va te présenter avec des meilleures idées. Et tu n'as pas d'argent dans ta poche. La politique au Sénégal, c'est ça. Il faut vraiment pouvoir donner aux gens. Les personnes ne vont t'écouter. Donc, fondamentalement, tes idées ne vont pas passer. Tu ne vas pas pouvoir avoir le pouvoir pour pouvoir marquer tes idées. Et quand tu auras pris le pouvoir, pour pouvoir vraiment gérer comme tu l'entends, tu peux rencontrer toutes les forces centrifuges qui vont t'empêcher de le faire parce que simplement, ce n'est pas collé à la réalité locale. Donc, vous avez vu un peu, c'est pas plus complexe que ce qu'on pense facilement que les intellectuels vont venir et on va les mettre en avant. Ils vont facilement faire leur plan d'action et que ça va marcher. Oui, mais par exemple, les prochaines locales, les maires seront élus directement, au suffrage direct. Donc, chaque Sénégalais intellectuel peut descendre dans sa localité, demander de gérer d'abord localement la mairie. Est-ce qu'on peut s'attendre à des candidatures indépendantes d'intellectuels qui vont descendre sur le terrain pour porter leurs idées? Tout à l'heure, en répondant à ta question, j'avais mis entre parenthèses, j'avais mis une parenthèse en disant que oui, ça ne veut pas dire, ce que j'étais en train de dire là, ne veut pas dire que c'est exclu que les intellectuels interviennent. Mais il y a plusieurs questions à régler en même temps, je ne dis pas avant. Il faut quand même que les gens s'engagent parce que le bien du pays vaut de prendre quelques risques. Ceux qui pensent qu'ils ont certaines compétences et les moyens de se battre sur le terrain politique devraient le faire. Mais M. Diop a soulevé une question importante, la question de l'argent. J'ai écrit quelque part dans un de mes livres que l'argent était la colonne vertébrale exténuante de notre société. Vous allez voir un malade, il faut lui donner de l'argent. Il y a un guenté, c'est de l'argent. Il y a un mariage, c'est de l'argent. Je vais voir les rapports sont bâtis sur de l'argent. Non, je veux dire, toutes les sociétés fonctionnent autour de ça un peu. Mais nous, c'est carrément dans notre tissu social. Vous allez voir une tante, parce que vraiment, ça fait longtemps, elle est un peu vieille, vous ne l'avez jamais vue. Vous frappez à sa porte, vous entrez, vous discutez, tout le monde rigole, etc. Vous partez sans rien laisser là-bas. Peut-être une de vos cousines se moquant de vous va dire « Ah, maman, c'est une histoire de pognon. » La politique, maintenant, a amplifié, grossi ça, parce que la politique a des moyens.
Quand vous devenez président, vous avez des moyens. Quand vous devenez maire, vous avez des moyens plus que vous ne les avez avant d'être maire. Cette question d'argent n'est pas de une société malade. Et l'utilisation, moi je ne vais pas faire le sociologue ici sans avoir réfléchi un peu. Oui, non, c'est vrai. Il faut que toutes les compétences s'y mettent, qu'on réfléchisse, qu'on continue à avoir nos valeurs, que ceux qui sont munis et que ceux qui sont nantis aident les démunis, qu'il faut que ces valeurs-là, la solidarité, on a toujours chanté que oui, moi je regrette par exemple dans mon quartier, quand à midi, quelqu'un venait dire Kalenou Agne, mais Alassane, tu pouvais aller chez moi manger, et moi aller chez Mamoudou, et quelqu'un d'autre. C'est fini tout ça. Voilà, et on le raconte aussi dans les campagnes, etc. Les gens venaient déposer un sac de riz devant chez le démuni, ils se réveillaient le matin, ils le voyaient, ils ne savaient même pas qui avait déposé cela. Je ne suis pas en train d'idéaliser l'objectif que nous devons avoir, mais quand même, nous devons nous appuyer sur nos valeurs, continuer à nous entraider, mais sans mettre l'argent au centre de tout. Ce sera difficile maintenant pour la politique d'enlever l'argent. Nous avons hérité d'une affaire qui s'appelle la politique, dans la forme dans laquelle elle est pratiquée chez nous et chez les gens de qui nous l'avons importée. Aussi, l'argent est au centre. Les levées de fonds, les machins, trucs, on a hérité même de ces choses-là, alors que chez nous, personne ne demandait de l'argent en public. Ouais. Aujourd'hui, quel que soit l'objectif, aujourd'hui, on le fait, ça passe, et tout le monde donne. Donc, Djibi Diop, c'est pas demain que tu seras maire à ta localité si tu n'as pas beaucoup d'argent? Ça dépendra de ce que réellement les populations peuvent avoir confiance. On réclame de l'argent. Hein. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire la politique là-bas. On a eu des gens où les gens n'avaient pas assez d'argent. Pardon, vous avez dit quoi? Ça, c'était avant ça. Oui, les choses ont changé. Non, on peut être sponsorisé par quelqu'un qui n'a qu'un. Par exemple, moi, je peux avoir derrière quelqu'un qui me sponsorise. C'est lui qui va diriger la mairie après, non? Comment? Après, c'est lui qui va diriger la mairie. Non, il va pousser pour que c'est l'intellectuel ou la personne ressource soit au devant. On a vu ça au Sénégal, il y a eu des exemples comme ça. Où ça a été porté, la candidature d'une personne ressource de la localité a été portée par des gens qui ont plus d'argent mais n'ont pas voulu se mettre en avant ou ne pouvaient pas se mettre en avant ou n'ont pas cette ambition. Ils ont poussé. Ça peut arriver. Des exemples existent au Sénégal, hein, je dis. C'est que je ne sais pas l'utopie ou de chercher ailleurs. Ouais. Simplement, globalement, il est vrai que la question de l'argent est tellement incrustée dans la gestion, surtout la gestion municipale. Parce que c'est une gestion de proximité. Tout ce qui se passe, Papa Mbakan le disait tantôt, l'engente, le mariage et tout ce qui se passe, c'est le maire qu'on attend. Ouais. Mais le temps que nous avons parti est terminé, Djibi. Je te remercie infiniment d'avoir été venu du Canada pour nous parler de la décentralisation, de ses conséquences. Tout le remerciement aussi à Pape Mbakan, éditorialiste, journaliste, écrivain. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. À la technique, Céline Saliou Dem, micro Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous.